Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à parler des présidentielles qui font l'actualité. Ces élections sont importantes puisqu'elles désignent le décideur principal de la machinerie étatique, le dirigeant principal du pouvoir exécutif. Nous allons commencer par discuter cette idée curieuse de représenter pour un nouveau mandat un président très diminué par la maladie, alors que la constitution monarchique donne au président des prérogatives très étendues, des pouvoirs exorbitants. Depuis l'indépendance, le pouvoir politique, chez nous, s'organise autour d'un homme providentiel, d'un homme au-dessus du panier, au-dessus des conflits, d'un homme providentiel qui dispose de tous les pouvoirs. Cette concentration, cette centralisation des pouvoirs, elle vient du rôle dominant de la bureaucratie. Parce que la bureaucratie s'accommode mieux d'une organisation hiérarchique que d'une organisation plurielle où l'on discute. Mais l'autre phénomène important, c'est la grande faiblesse des représentations de la société. En raison d'une histoire trop fraîche, les représentations des classes fondamentales, classe ouvrière, bourgeoisie, ne sont pas assez fortes pour faire le débat national. Alors, le chef du pouvoir exécutif se trouve propulsé dans un rôle d'arbitre au-dessus des conflits, puisqu'il n'y a justement pas des forces politiques qui se neutralisent dans un débat. Regardons la vie politique dans les pays industrialisés. Elle est faite du débat entre les représentations du mouvement ouvrier, la gauche, et les partis bourgeois. L'affaiblissement des partis de gauche, leur contact de plus en plus faible, leur représentation de plus en plus faible des classes populaires, a fait que justement ce système politique est en crise, et c'est pour ça qu'on voit des aventuriers comme Macron pouvoir être propulsés par les banquiers au sommet de l'État. Donc chez nous, cette bourgeoisie qui est dirigée par des hommes venus de la classe ouvrière ou de la petite bourgeoisie, il y a 30 ans, que faisait Rebrab, que faisait Haddad, que faisait Tahkout. Cette bourgeoisie n'a pas une histoire et une stabilité politique pour asseoir une représentation. Et de la même manière, au niveau du mouvement ouvrier, rappelez-vous, les ouvriers d'Al-Hajjar, il y a 30 ans, 40 ans, ils étaient paysans. Et donc, il n'y a pas une histoire stable et une histoire ancienne qui construit cette représentation. Il en résulte ce système autour d'un homme providentiel, autour d'un homme présenté comme un arbitre entre les classes, un arbitre entre les régions, un arbitre entre les conflits qui existent dans la société. Et c'est ce régime autour d'un sauveur qu'on appelle le bonapartisme qui explique le rôle central de Bouteflika, même malade. Parce que même malade, même absent, il reste le symbole du pouvoir. Il reste la représentation de ce pouvoir. Il reste l'interface, le lien entre le pouvoir politique et les masses populaires. Il est absent, on attend sa décision. Et on a vu les institutions gouvernementales, par exemple, ne plus se réunir durant des mois attendant sa décision. Ce ne sont pas ses qualités propres qui comptent. Les hasards de l'histoire l'ont placé là. Bouteflika n'est pas particulièrement cultivé. Ce n'est pas un homme qui rassemblait des millions d'Algériens derrière un projet. Il n'en avait pas. Les hasards de l'histoire l'ont placé là et il devient le symbole de ce régime pour les masses populaires. La maladie du président a même aggravé les choses avec une monarchisation du pouvoir. On a introduit des rites comme l'évocation permanente du programme présidentiel qu'il faudra bien un jour définir, ou la mise sous l'égide de son Excellence le Président de n'importe quelle activité artistique ou politique. Ces rites-là monarchiques sont là pour donner de la présence à un président qui est absent, justement. Ça suggère sa présence, alors que justement, il n'a aucune présence publique, aucune vie publique. Et le résultat, on a une aggravation du caractère extraordinaire du personnage, qui n'est, rappelez-vous, qu'un personnage ordinaire que les circonstances de l'histoire ont placé là.
le rôle du frère s'explique de la même manière. Une deuxième dimension politique importante est celle du vote pour la stabilité que nous constatons depuis avril 95, depuis le vote pour Zerouel. C'est un vote pour refuser le chaos des années 90, pour rejeter le GIA. Cette aspiration à la stabilité a été revivifiée par les événements internationaux, les événements régionaux aux alentours de l'année 2011, avec le drame libyen, le chaos syrien, le massacre yéménite. Ce sont des situations qui sont venues conforter cette aspiration à la stabilité, au calme, à la tranquillité et à l'abandon des aspirations au changement légitime qui était celle des masses au début des années 90. Dans cette configuration de recherche de la stabilité et de refus du changement, les pôles d'opposition disparaissent. La régression des islamistes est continue depuis 90. Rien à voir avec l'essor de la religiosité, la salafisation de la société. Il s'agit d'une régression de l'islamisme en tant que courant politique, en tant que projet politique. De la même manière, le pôle démocratique libéral n'existe qu'au niveau médiatique. Sa trace dans la société est très faible. Il n'existe pas de pôle politique représentatif des aspirations des travailleurs et des masses populaires. Ni pôle socialiste, ni même pôle populiste, radical, etc. Le mouvement des Gilets jaunes en France a révélé le même discrédit des élus, le même discrédit des partis, le même discrédit des institutions, le même discrédit de la démocratie. Simplement, chez nous, ça s'est fait brutalement avec le chaos des années 90 et ailleurs, ça se fait, cette régression de la crédibilité des institutions et de la démocratie s'est faite de manière plus lente. Malgré le dégoût grandissant que suscite ce pouvoir et ce président, malgré le rejet de leur politique, les masses populaires continuent à aspirer à la stabilité, faute de mieux, faute d'alternatives porteuses d'espoir. Est-ce que cela va se renouveler en 2019 ? Est-ce que cela va continuer en 2019 ? La stratégie du pouvoir est claire. Il s'agit de profiter de l'image du président, cette fausse posture de sauveur, d'homme providentiel, et de profiter de l'aspiration à la stabilité qui a fait tous les votes d'allégeance depuis 1995 dont a profité le pouvoir et ses partis. Au moment où la campagne pour le 5e mandat a été lancée, il n'avait pas décidé à la présidence de représenter Bouteflika. La question ne se posait pas. Parce que Bouteflika soit représenté ou que Kouihia ou un autre soit avancé comme successeur, cette campagne leur est utile puisqu'elle met en ordre le camp des partisans de la continuité politique de cette équipe. En 2004, Benflis n'a pas pu se comparer à Bouteflika parce que Bouteflika tenait le pouvoir. Et en tant que tenant du pouvoir, il était le plus à même de profiter du vote pour la stabilité, du vote pour éloigner le chaos des années 90. Est-ce que cela va se reproduire en 2019 avec tous ces candidats de la famille nationaliste libérale, tous ces candidats qui se ressemblent et qui viennent à peu près du même courant? Pour nous, Bouteflika ou Yahya, ou ces candidats issus de la famille nationaliste libérale, ou pire, des candidats islamistes ou ultralibéraux, n'offrent aucune solution qui nous satisfasse. Pour les travailleurs, pour les masses populaires, leurs aspirations ne sont pas représentées. Pour sortir de cette spirale d'impuissance, il faut bâtir la résistance des masses populaires à ces politiques antisociales. Il faut construire un pôle politique représentatif des travailleurs et des masses populaires. Voilà pour cette première discussion sur les présidentielles. Nous continuerons en parlant par exemple
de ces nouvelles candidatures et de leur signification. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez pour construire le débat qui fera notre reconstruction.